bonjour Pascal. Alors Pascal Tremblay chez Pratt & Whitney en ce beau début décembre 2018. J'aimerais savoir Pascal, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui maintenant à ce point-ci de ta carrière? Est-ce qu'il y a un moment clé, un moment charnière qui fait que on se retrouve que tu te retrouves plutôt dans cette position? Bien, je pense que c'est, on va appeler ça l'aboutissement d'une évolution que j'ai faite avec de l'aide de différentes personnes au cours de ma carrière, qui a fait qu'aujourd'hui, je me ramasse ici où je suis rendue au niveau où je suis rendue. J'ai été récemment nommée vice-présidente au niveau des opérations pour l'après-marché. Félicitations. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous a donné l'idée de faire cette entrevue d'ailleurs. Oui. Fait que c'est un peu la raison qui fait que je suis ici aujourd'hui. En fait, si je recule dans ma carrière, où ça a commencé, parce que des fois, on se questionne, qu'est-ce qui a fait que tu es allé dans ce domaine-là, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu repousser les limites puis constamment grandir, tout ça. Je me souviens, j'avais 13 ans, puis mon père, il construisait une maison. Il était sur le chantier, puis il m'a dit « Viens donc voir ». Puis là, j'ai commencé, j'ai été attirée par ça. Puis je me regardais faire, puis l'aider, puis je me suis dit « Ah, ça serait super, génie ». Puis c'est comme ça que ça a commencé, j'avais 13 ans. Fait que j'étais très loin, carrière à l'ingénierie. Alors, donc, tu es allée, tu as fait ta formation en quel type de génie? J'ai commencé en génie civil, donc c'était la construction qui m'avait animée en premier. Puis après ça, j'ai eu des stages dans différents domaines, le génie municipal, j'ai été à la baie James, dans la construction de la baie James, l'excavation, le bétonnage, gestion de projet. Et puis finalement, par la suite, consultation d'ingénierie. Et pour faire le saut, à un moment donné, de faire le changement de turbine à l'eau à des turbines à gaz et me retrouver chez Pratt & Whitney Canada en 98. Donc, c'est 98, donc ça fait déjà 20 ans. 20 ans. 20 ans. C'est pour ça que tu parlais d'aboutissement, peut-être, jusqu'à un certain point. Donc, parle-nous un peu de ces 20 ans, comment ça s'est déroulé, puis les dernières années, où est-ce que tu as vraiment passé d'un rôle, on pourrait dire, plus technique, peut-être un rôle plus de gestionnaire? Je dirais que quand j'ai commencé en 1998, c'était une belle introduction d'arriver au banc d'essai parce que c'était comme une petite mini-centrale hydroélectrique, mais avec des turbines à gaz. Fait que c'était compatible pour moi. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui voulait avoir une bonne base. Venant du génie civil, une bonne fondation, c'est important. Fait que d'aller consolider mes acquis au niveau ingénierie, compréhension du moteur, compréhension des bancs d'essai, voir un petit peu le côté commercial, le côté opérationnel, bon, aller faire différentes assignations un petit peu partout pour avoir une bonne base. Puis à un moment donné, bien, tranquillement, tu prends des rôles de gestionnaire avec des responsabilités grandissantes et de plus en plus, et tu t'aperçois que tu aimes ça, tu aimes les gens, tu aimes faire une différence, tu aimes contribuer avec une équipe et c'est ce qui fait que je suis rendue où je suis rendue aujourd'hui. Combien ça a pris de temps, puis comment ça s'est passé, le passage justement du côté ingénierie, on pourrait dire, à gestion? Est-ce que c'est toi qui as voulu faire ça ou est-ce qu'on t'a reconnu ces qualités-là? C'est quoi le passage? Je dirais les 8 premières années de ma carrière ont vraiment été davantage plus techniques, consolider mon assise, ma base. Puis ensuite, c'était superviseur technique de chantier, superviseur technique des essais d'ingénierie. Après ça, au niveau développement de programme. Et tranquillement, par la suite, ça a été vraiment gestion globale de groupes et de groupes de plus en plus ambitieux, je dirais, avec diversifiés. Est-ce que ça t'a amené à voyager? Oui, il y a différentes assignations qui m'ont amené à voyager. Je me souviens, pendant 3 ans, ça aurait pu être des pires places dans le monde, mais je me suis retrouvée avec un client en Europe, un de nos clients importants d'Assaut Aviation, et je me suis retrouvée à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, parce qu'il y avait des positionnements un petit peu partout. Fait que ça a été une super belle expérience. Tu vois d'autres cultures, tu es capable de faire des liens avec ces gens-là aussi. Puis c'est souvent des relations que tu bâtis et qui vont rester.
Est-ce que c'est ces liens-là avec la clientèle qui t'ont amené à t'intéresser à tout le côté aftermarket ou le côté dans définitivement. lequel tu t'impliques maintenant? Ouais. Parle-nous un peu de ce côté-là. Définitivement, de faire une différence pour le client, de comprendre ses besoins. C'est la même chose pour nous quand on va magasiner ou quoi que ce soit. On veut que nos besoins soient compris, entendus, puis qu'ils soient comblés au bout du compte. Bien, c'est un peu la même chose avec nos clients. Donc, ils paient pour un moteur d'avion, c'est dispendieux. C'est aussi quelque chose qu'ils veulent opérer à moyen terme, à long terme. Nous, on veut bâtir une relation avec eux qui soit durable dans le temps. Bien, à ce moment-là, il faut comprendre leurs besoins, il faut être capable de les satisfaire. Puis leurs besoins évoluent parce que le marché, puis le contexte évolue, la complexité aussi de ce qui se passe dans l'industrie, puis les contraintes. Donc, faire face à tout ça, puis être capable de répondre à leurs besoins constamment, puis s'adapter, nous également. Qu'est-ce que tu sens que tu as appris au cours de ces, peut-être les 4 ou 5 dernières années de façon plus intense? Bien, c'est l'importance, puis ça va peut-être sonner spécial parce que c'est un terme qui est très d'actualité, mais l'importance d'un écosystème, puis de fermer les boucles. L'écosystème, parce que quand tu prends une décision, ça peut avoir des impacts sur les autres organisations, de regarder qu'est-ce que ça peut avoir comme impact et d'avoir le respect de cet écosystème-là. Donc, de fermer tes boucles avec les gens, d'aller chercher un peu l'aval, de leur faire comprendre, d'expliquer, de répondre à leurs questions, qu'est-ce que ça peut amener comme incertitude, tout ça. Je pense que ça, c'est une des belles réalisations que j'ai fait. Puis ça, je l'ai fait avec l'aide de coaching. Parce que pour moi, je suis quelqu'un qui veut toujours apprendre. Mes livres de lecture en vacances, ce sont des livres de développement personnel. Fait que ça explique un peu le genre de personne. Des fois, les gens rient, j'ai pas nécessairement beaucoup de romans. Mais j'ai toujours été à la quête de devenir une meilleure personne, un meilleur leader pour les gens. Et pour moi, ça passe par faire cette espèce d'introspection-là, de comprendre qui tu es, de comprendre qui les autres sont aussi, et de constamment essayer de chercher à devenir meilleur dans cette optique-là. Pour moi, le coaching, j'ai fait appel, on a un bassin de coach qui est offert à la compagnie, qui veut faire grandir les gens qui ont le désir de se développer dans leur carrière, tout ça. Puis pour moi, c'est important de choisir un coach qui avait une compatibilité, qui avait une synergie avec moi, puis qui me ressemblait d'une certaine façon. Bien, en fait, ça faisait partie un peu des questions que j'avais pour toi, puis pour les gens qui vont écouter cette entrevue. C'est quoi les critères que tu juges qui sont importants quand une personne, que ce soit un ingénieur, mais tout autre professionnel ou tout autre gestionnaire qui veut avancer dans sa carrière ou dans ses aspirations personnelles ou professionnelles, qu'est-ce que tu donnerais comme suggestion? Qu'est-ce qu'il faut regarder qui est important? C'est comme dans n'importe quoi, que ce soit de l'amitié, que ce soit de l'amour que tu développes, que ce soit un employé que tu vas embaucher. Il faut qu'il y ait un fit de personnalité, parce que là, tu t'en vas souvent dans tes tranchées qui peuvent être assez personnelles, parce que tu veux te développer. Et si tu veux te développer, il faut que tu te comprennes. Pour te comprendre, il faut que tu ailles fouiller un petit peu plus profond que la surface. Et pour faire ça, il faut que tu aies un élément de confiance avec la personne avec qui tu vas échanger. Donc, tout de suite, il faut que tu te sentes bien avec cette personne-là, qu'il y ait une connexion, que tu saches que quand tu vas parler, bien, la personne va t'écouter, te comprendre, puis des fois, transcrire ce que tu es en train de dire, qui n'est peut-être pas évident pour toi, parce que tu n'as pas cette... tu as une certaine intelligence émotionnelle parce que définitivement, tu veux t'améliorer, mais tu n'as pas tout le raffinement qu'un coach qui a étudié là-dedans va pouvoir t'offrir. Donc, le côté confiance, le côté fit, ça fait partie des critères. Oui. Excellent. Dis-moi, si tu avais, si tu pouvais avoir le luxe d'avec une baguette magique, tu retournes là, puis tu sors de ta formation universitaire, puis tu te dis, mon Dieu, si j'avais su ça à ce moment-là, ça aurait donc changé ma vie, puis ma carrière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Il y a deux choses qui me viennent. La première, je n'ai parlé, c'est l'importance de ce qui t'entoure, puis de l'impact de ce que tu es en train de faire et mettre de l'avant ou de porter comme action, puis le rayonnement que ça peut avoir, mais les conséquences que ça peut avoir pour les autres, de bien les évaluer pour être sûr qu'au niveau de l'entreprise, ça soit la bonne décision que tu prennes, non pas seulement au niveau de ton silo. Ça, c'est super important. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est à
Donc, la 45 ans, oui. J'ai pas peur de dire mon âge, j'ai 51 ans, je suis une année de l'Expo 1967. Donc, un modèle de l'Expo. Un modèle de l'Expo, c'est ça. Je dirais que c'est quoi ta mission dans la vie, ta raison d'être. Puis pour moi, c'est autour de 45 ans que c'est arrivé, j'ai compris que je voulais connecter les gens, puis que j'avais un plaisir à connecter les gens pour faire une différence au bout de la ligne, pour l'entreprise, pour les clients, pour les actionnaires, pour les employés, pour les gens, c'est ça. Okay, donc, et ça a été une révélation. J'aime ça. J'aime connecter les gens. Un vrai connecteur. Ouais. Voilà. Puis dis-moi, quand tu regardes avec maintenant ce que tu sais, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, puis bon, bravo encore pour la nomination, la promotion. Quand tu regardes vers l'avenir, c'est quoi les défis que tu vois qui sont devant toi? C'est l'agilité. La vitesse avec laquelle les changements s'opèrent dans l'industrie, dans le marché, dans l'évolution de la société en tant que telle, l'environnement qui nous entoure, c'est cette capacité qu'on a à être capable de s'adapter et être suffisamment agile pour toujours ressortir amener une valeur ajoutée, puis avec une certaine compétitivité qui va faire en sorte qu'on va sortir de la masse, puis qu'on va être en avant. Puis que les clients vont continuer de venir vous voir et vous faire confiance. Puis d'engager les gens, parce qu'on est tous différents, puis tant mieux, parce que si on était tous pareils, ça serait monotone. Mais le fait qu'on est différents amène cette complexité-là. On n'est pas tous nourris, alimentés, motivés, engagés par les mêmes vibrations. Fait qu'il faut être capable d'aller reconnaître ça, reconnaître les différences, parce que des fois, quand quelqu'un est différent de toi, ça peut être un facteur aggravant et choquant pour toi. Tu peux tomber en réaction négative. Mais si tu comprends d'où la personne vient, et puis ça, c'est tout l'élément de confiance, puis tout ça, mais c'est d'être capable de le reconnaître et de valoriser ces différences-là et en voir le bénéfice de cette complémentarité, au lieu d'en voir comme étant une offense ou quelque chose qui vient mettre outrage à un système ou à une solution. Bien, c'est bon. Tu parlais tantôt que tu as naturellement un appétit pour le développement professionnel, personnel. Donc, tu parlais de tes lectures même en vacances, mais dis-moi, est-ce qu'il y a des personnes que tu connais qui ont peut-être moins cette inclinaison-là ou qui n'iraient pas peut-être d'entrée de jeu faire affaire avec un coach? Comment on fait quand on est coach pour tenter de faire savoir aux gens que ça peut être un plus dans leur vie ou dans leur carrière? Bien, chaque personne va carburer sur différents mécanismes pour le faire réfléchir, le faire évoluer, le développer. Puis, ça peut être de la lecture personnelle, puis quelqu'un va faire un bon bout de chemin avec ça, mais c'est le fun, moi je vais prendre un anglicisme, d'avoir un sounding board. Le livre ne te parlera pas, il ne te répondra pas si tu as une réflexion qui te vient en tête. L'humain devant toi, le coach devant toi va échanger avec toi, des fois va même traduire quelque chose que tu penses pour comprendre c'est quoi dans le fond que ça veut dire, ta réaction ou ce que tu as comme réflexion. Puis des fois, toi-même, tu ne peux pas le voir toute seule. Fait que pour moi, cette espèce d'avoir une redondance avec qui échanger, pour moi, m'a fait évoluer énormément. J'ai grandi à vitesse grand V avec ça et en toute humilité. Et je dirais que j'ai encore tellement d'opportunités. Je me tourne chaque angle de 360 degrés, puis je n'ai encore pour me développer. Puis, et pour moi, ça a toujours été important, l'aspect du coaching, l'aspect d'aller consulter, l'aspect de me ressourcer, puis d'aller bouncer avec quelqu'un. Donc toi, ça ne te fait pas peur de demander du feedback? Pas du tout. Parce des fois, ça fait mal l'entendre. Oui. Non, mais des fois, ça fait mal quand même. Je suis un humain, j'ai une certaine sensibilité. Fait que veux pas, il y a du feedback que tu vas entendre qui va venir te toucher. Mais à quelque part, tu as deux façons de réagir. Tu réagis en mammouth et ça devient négatif, ou tu dis, bien, il y a quelque chose là-dedans. Si c'est ça la perception, bien, il y a peut-être quelque chose dans la façon que je m'exprime ou que j'ai réagi qui a pu offenser. Bien, c'est quoi ça? Puis c'est d'avoir la maturité et l'humilité de pas toujours te questionner puis en faire une thèse de doctorat, mais de réfléchir puis faire de l'introspection sur ce que tu as dit ou tu as fait, puis qu'est-ce qui peut avoir touché quelqu'un. Authenticité.
Oui. Restons authentiques à ce que tu es. Essaie pas d'emprunter un style pour plaire ou faire des actions pour ressortir ou quoi que ce soit. Si tu es trop calculé, c'est pas naturel. Et veux pas, au fur et à mesure que tu progresses dans une organisation, tu n'as pas le choix que ça soit ton DNA. Parce que tu es tellement, des fois, sollicité à des dernières minutes, des choses comme ça. Si c'est pas genuine, si tu n'es pas genuine en soi, ça va être difficile. Tôt ou tard, ça va te rejoindre. Fait que, moi, je dis le conseil, restez naturel. Restez qui vous êtes. Vous êtes beau, vous avez cette unicité-là parce que vous êtes différent. Bien, profitez-en. Ça ne veut pas dire de ne pas s'améliorer. Il y a toujours place à de l'amélioration. Mais c'est de rester authentique. Si on avait à résumer, je ne sais pas, y a-t-il un top 3 ou un top 5 des méthodes, d'outils ou de choses qui te reviennent, des insights, en fait, des idées géniales qui ont émergé durant la démarche de coaching que tu as vécue, puis que tu dis maintenant, ça peut me servir? Oui. Je dirais, il y en a quelques-unes qui me viennent en tête, mais il y en a une, c'est chaque fois que je suis dans une rencontre, peu importe avec qui, et je suis quelqu'un d'extériorisé, je suis un leader naturel, j'aime prendre le lead. Donc, c'est toujours me questionner, est-ce que c'est à moi de prendre le lead cette fois-ci? Qui devrait le prendre? Comment je peux aider, mais sans moi prendre l'initiative de nécessairement si ce n'est pas à moi? Et finalement, si c'est à moi, bien, de la prendre la décision et d'y aller. Fait que c'est se poser cette question-là avant de systématiquement aller de l'avant et prendre le lead, qui était, avant mon coaching, un automatisme chez moi. OK? Fait que ça, c'est une des choses. Je vous parlais du modèle SCARF, puis on n'ira pas dans le détail du modèle SCARF, mais essentiellement, c'est un outil qui est très connu dans l'industrie offert là, par tous les coachs, tout ça, mais ça te fait réfléchir sur qu'est-ce qui est venu te déclencher. Oui. C'est-tu ton statut, ton certainty, ton autonomie, ton relatedness, ton fairness, le fameux SCARF? Fait que qu'est-ce qui t'a déclenché? Et à partir de ça, quelle émotion que ça te fait vivre? Et à partir de ça, quelle demande tu peux te faire à toi ou à quelqu'un d'autre? Fait que juste cette réflexion-là te fait amener à avoir accès à plus profond que des réactions soudaines qui vont te faire mal réagir ou trop vite réagir que tu pourrais regretter après. Éviter les regrets, finalement. Éviter les regrets, oui. Parce que tu ne peux pas effacer les regrets. Ouais, on peut-tu parler un peu, c'est un outil d'intelligence émotionnelle, en fin de compte. Absolument. De gestion, en fait, des émotions, sans les réprimer, mais au moins de les gérer. OK. Est-ce qu'il y a un troisième dans ton top 3? Bien, le top 3, c'est que comme je suis quelqu'un qui est un leader naturel, tout ça, qui prenait beaucoup d'initiatives, il fallait que j'aie cette conscientisation-là, que de prendre une initiative, mais pas à n'importe quel prix, en ce sens de comprendre qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour les organisations qui m'entourent. Donc, de le faire en harmonie et en considération de ces différentes organisations-là et en conséquence, aller fermer mes boucles sur l'initiative que je m'apprête à lancer, le projet ou l'action, puis qui va faire... Puis c'est pas quelque chose là, qui te prend une éternité. C'est juste pour moi une question de respect maintenant, puis c'est devenu comme une deuxième nature de le faire. Dis-moi, est-ce que tu crois que ton évolution professionnelle a aussi eu un impact sur tes proches collaborateurs? Puis si oui, c'est quoi tu crois comme impact ou est-ce que tu le sais? Est-ce qu'ils t'en ont parlé? Oui, bien en fait, je pense une des belles reconnaissances que j'aurais eues dans ma carrière, c'est cette année. Je dirige le comité, je suis l'executive sponsor pour la compagnie au niveau diversité-inclusion. Oui. Et à chaque année, on nomme des gens qui représentent la diversité et inclusion, qui sont nommés par leurs pairs, collègues, etc. C'est super inspirant de voir les histoires, tout ça. Et à mon tour, j'ai reçu la médaille de notre président concernant la diversité et inclusion pour mon style de leadership puis la démarche que j'avais entrepris pour l'entreprise puis tout ça. Fait que ça a été une belle reconnaissance. Donc, double reconnaissance? Oui. Ben, bravo pour ça. Si tu avais à parler à d'autres femmes ingénieures par rapport à ce que tu connais maintenant dans ta carrière, as-tu un message pour elles? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, puis quand vous regardez, puis
je pense que de façon naturelle, une femme va être très exigeante envers elle-même. Elle va s'en demander énormément, peut-être des fois au-delà de certaines limites. C'est correct de juste faire ce qu'on pense qui est bon sans toujours chercher la perfection, parce que ça peut nous paralyser un peu dans nos actions. OK, donc la perfection Puis on apprend de nos erreurs. Okay, les plus grands leaders sont ceux qui ont fait des erreurs. Puis ceux qui ne travaillent pas, ils n'en feront jamais d'erreurs. Ceux qui ne prennent pas de décision puis qui ont la paralysie décisionnelle, ils n'en feront pas d'erreurs. C'est sain, parce que tu vas chercher un apprentissage là-dedans, tu vas chercher ce que tu as besoin pour grandir, te développer. Tu peux-tu parler d'une erreur que tu as faite puis de laquelle tu sens que tu as appris quelque chose? Eh boy, j'en ai un gros sac. J'en ai un gros sac derrière. Dont on peut parler? Bien, il y a un moment donné, justement, sur la notion d'écosystème, il n'y a pas personne qui rentre avec une mauvaise intention. Tu as toujours des bonnes intentions, mais des fois, tu ne penses pas parce que c'est justement ce qu'on appelle un blind spot en anglais. C'est quelque chose que tu ne vois pas, un angle mort. Et j'avais lancé une initiative, mais l'initiative avait des conséquences sur d'autres organisations et je ne l'avais pas anticipé. Je ne l'avais pas vu. Je m'en allais dans mon train, puis je m'en allais déployer ce que j'avais à déployer. Et à un moment donné, j'ai compris assez clairement que c'était pas la bonne chose à faire, puis que j'avais définitivement des angles morts. C'était une belle leçon de vie. Une autre leçon de vie, j'étais à la baie James sur un chantier, il faisait moins 54, c'était une super belle expérience. Puis, je m'en vais avec les travailleurs, puis je viens pour prendre quelque chose, puis tout ça, puis je viens pour faire un peu la job de quelqu'un d'autre. Fait que le dirigeant de chantier m'a vu. Il m'a pas interpellé tout de suite. Puis le soir, il dit « Pascal, t'es contremaître. Quelqu'un qui est rendu contremaître ne fait pas ce travail-là. Puis pendant que tu fais son travail à lui, tu fais pas le tien. » Deuxième leçon de vie assez importante. Fait que, en termes, on parle beaucoup de notion de responsabiliser nos employés, de les faire grandir, les faire se développer, puis tout ça. Ça va dans cette optique-là. Si tu décides ou tu vois que quelqu'un a l'énergie puis la compétence pour prendre un mandat donné, bien, il ne va pas y enlever, il ne va pas le faire à sa place. Laisse-le gérer, puis sois là pour le supporter, par exemple. Ça, c'est une autre leçon que j'ai appris. Je dirais que c'est les 3 plus grandes leçons qui me viennent en ce moment. Bien, merci pour ça aussi. On a parlé de ce que tu avais, Hélène, partagé à d'autres femmes ingénieures. Maintenant, je te demande de te positionner plus à titre de femme exécutive, mais à titre d'exécutive, carrément, de leader d'une entreprise internationale, manufacturière et tout. Si tu avais à parler à d'autres leaders, peu importe leur background, peu importe leur cheminement, puis dire, bien, ce que tu as appris ou ce que tu aurais aimé savoir, peut-être il y a 10 ans ou il y a 15 ans. L'importance capitale de garder une belle humilité. Une humilité qui va faire en sorte que tu vas toujours vouloir t'améliorer parce que tout humain a des angles morts, tout humain a des choses à travailler. Et si tu gardes constamment le cap sur cette humilité-là, tu vas avoir l'ouverture pour te faire aider, pour devenir encore un meilleur leader, une meilleure personne. Puis c'est une histoire qui finit pas, c'est une super belle histoire dans ma tête à moi. Ça, c'est un des conseils. Donc, c'est vraiment l'ouverture, dans le fond, c'est l'humilité, puis l'ouverture aux gens, l'accessibilité aux gens. Les gens, ils ont besoin de voir qu'est-ce que leur leader pense, comment ils se positionnent, comment ils les entourent, comment ils les supportent, d'être accessibles. Les gens ont besoin de ça. Quand tu as moins d'énergie? Il y a des moments où on a moins d'énergie. Oui, moi, je m'en vais voir. Qu'est-ce que tu fais? On a des choses chez Pratt & Whitney qu'on appelle, entre autres, des skip levels. Donc, on saute un niveau ou deux de la hiérarchie et on va rejoindre les gens de plancher ou les superviseurs de premier niveau, ou quoi que ce soit, puis on a une rencontre avec eux ou des salariés de diverses organisations. Et pour moi, c'est hyper ressourçant. Parce que juste d'échanger avec eux, de répondre à leurs questions, de les écouter, de prendre des notes sur leurs préoccupations, etc., ça vient donner énergie. Quand on donne des pins de service qui ont été servis pour l'entreprise 25 ans, 30 ans, 35 ans, d'entendre les histoires, les anecdotes que les gens vont te raconter, c'est incroyable, tu en apprends toujours. Ça aussi, c'est ressourçant. Évidemment, bien, j'ai mes ressources personnelles dans le sens j'ai un bon bassin d'amis, la famille, c'est super important, le sport, la natation, le ski alpin, la marche rapide, c'est tout ça. Tu restes très active. Oui, c'est important pour moi. Bien, merci beaucoup. Merci.
Merci.